donc alors, on est sur le chapitre 2. Le chapitre 2 s'intitule Les interruptions. C'est un gros morceau, c'est un morceau qui est très important. Vous allez le rencontrer dans plusieurs cours. Les notions de base doivent être justement bien expliquées dans le cours Archi, bien sûr avec l'aide et la participation des étudiants. Alors, c'est quoi une interruption? Comme j'ai dit, donc ça c'est des rappels, hein, parce qu'on a déjà vu ça. Une interruption, c'est un événement généralement asynchrone. Quand on dit asynchrone, ça veut dire qu'on ne sait pas à quel moment il va venir. ممكن يجي ممكن ما يجيش. Donc on ne sait pas à quel moment il peut venir. S'il vient de là, provoquant quoi? Il va provoquer la suspension du programme qui est en cours d'exécution. Je suppose qu'il y a dans le processus un programme qui est en cours d'exécution. Donc quand cet événement vient, cette interruption vient, on ne sait pas à quel moment, elle va suspendre le programme en cours d'exécution. Comme j'ai dit, on parle de suspension et non pas d'arrêt. Et le processeur il va passer dans un autre code qu'on appelle routine d'interruption ou traitant de l'interruption, c'est la même chose, qu'il va exécuter. Et à la fin, donc, il va revenir au programme suspendu. Et l'instruction qui permet un tel retour s'appelle IRET. Hein, c'est bien schématisé ici, vous pouvez le voir. Voilà, vous avez un programme que je suppose en cours d'exécution. À un certain moment, une interruption va venir, donc, qui peut la provoquer. Donc, généralement, c'est un périphérique qui demande un service. Le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suspendre le programme qui était initialement en cours d'exécution. Il va passer vers une routine d'interruption, bien un traitant de l'interruption. Donc, c'est un autre code qui va exécuter jusqu'à arriver à IRET, qui est donc l'instruction de retour de la routine d'interruption pour continuer le programme normalement. Bon, comme j'ai dit, ça ressemble beaucoup donc à l'appel d'une procédure, d'une fonction. Mais il y a des différences. Quand vous faites un appel à une fonction, c'est interne au programme. Hein, c'est du programme que vous appelez une fonction. Là, donc, l'événement-là, il peut venir en dehors du programme. Hein, donc, c'est un événement, il peut être externe au programme. Chose que les appels de fonction ne savent pas faire. Bien sûr, je serais très, très ravi d'avoir vos questions. Comme ça sera animé. Les choses ne sont pas aussi simples que cela parce que pour que le processeur puisse passer du programme principal à la routine d'interruption, donc il a du travail à faire. Au niveau de la pile, il va sauvegarder le contexte du programme qu'il va suspendre. Il va aller chercher l'adresse de la première instruction ici, qu'il va exécuter jusqu'à IRET. IRET va faire le contraire. IRET va essayer de restaurer le contexte du programme qui a été suspendu. Ça veut dire toutes les informations du programme qui a été suspendu. Elle va essayer de les restaurer pour pouvoir faire un bon retour au programme suspendu. Ok, donc ça c'est quoi une interruption? Maintenant, je fais un peu d'ordre sur mon écran. Maintenant, quelles sont les classes d'interruption? Est-ce qu'il y a une seule classe ou bien plusieurs classes? Alors, bonjour monsieur, on peut considérer la fonction comme une interruption? Oui et non. Oui et non. Je viens de dire que oui, parce que même la fonction va permettre de suspendre le programme en cours d'exécution et passer à la fonction pour l'exécuter jusqu'à la fin. Non, c'est que, pourquoi non? Parce que la fonction, elle est appelée de l'intérieur du programme. Donc, je sais à quel moment exactement elle va être appelée. Ok, donc, c'est vraiment synchrone. Hein. J'écris un programme, mais à un certain moment, je dis donc appel à une fonction. Et donc, cet appel se fait de l'intérieur du programme. Alors qu'une interruption, elle peut venir de l'extérieur d'un programme. Ça veut dire elle ne dépend pas du programme en cours d'exécution. J'ai un programme qui est en cours d'exécution et c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur qui va envoyer une interruption. Okay? Donc voilà où se trouve la différence. Plus maintenant, le mécanisme de passage du programme principal à l'interruption et le retour, on va voir qu'on doit passer par la pile, etc. Parfait. Donc, là,
Les classes d'interruption. Alors, généralement, on parle de deux grandes classes d'interruption, à savoir les interruptions matérielles et les interruptions logicielles. Donc, il y a deux classes d'interruption. Il y a ce qu'on appelle les interruptions matérielles et les interruptions logicielles. Alors, c'est quoi les interruptions matérielles? Les interruptions matérielles, ce sont des événements qui sont provoqués de l'extérieur du processeur. Donc, ça vient à travers des signaux physiques. Vous avez le processeur, le voilà. Il est en train d'exécuter, par exemple, un programme. Et donc, quelqu'un peut envoyer un signal ici pour demander la suspension du programme en cours d'exécution et passer à un autre code qui est la routine d'interruption. OK? Donc, les interruptions matérielles, elles sont provoquées par des événements externes. Hein? Donc, ça veut dire des signaux électriques. Quels sont ces signaux électriques? Donc, les interruptions matérielles ne viennent pas de l'intérieur du programme. Le programme, il est en cours d'exécution et donc c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur qui va provoquer cette suspension, cette interruption-là. Alors, quels sont les différents types d'interruption matérielle? Vous avez une qui s'appelle la NMI. Voilà, la NMI. Donc, vous voyez, il y a une broche du processeur qui s'appelle la NMI. Tous les processeurs ont un modèle d'interruption, quelle que soit la marque du processeur. Et NMI, donc, c'est pour Non-Moscable Interrupt. Ça veut dire c'est interruption non moscable. OK? Alors, comment ça fonctionne, Harry? Quand ce signal était à zéro, le processeur dit qu'il n'y a pas d'interruption, donc il est en train d'exécuter son programme tranquillement, donc il n'est pas dérangé. Et si quelqu'un de l'extérieur veut interrompre le processeur, il n'a qu'à faire changer ce signal de 0 à 1. Quand il le fait changer de 0 à 1, généralement c'est un périphérique qui le fait. Quand on fait changer le signal de 0 à 1, le processeur comprend qu'il y a une interruption. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va suspendre le programme qu'il était en train de faire, la tâche qu'il était en train de faire, pour passer vers une routine d'interruption qui va faire un autre code. On va appeler ça le code de la NMI. Alors, comment ça vient avec le signal? Il va venir par le biais du bus de contrôle. Ça veut dire, imaginez qu'il y a un périphérique. Quand il décide d'envoyer une interruption, il va envoyer dans le bus de contrôle, sur la ligne NMI, un signal égal à 1. Le processeur va dire que c'est une interruption. Il y a un deuxième type d'interruption matérielle, c'est qu'on appelle la INTR. La INTR. Alors, pour la NMI, donc, quand elle vient, elle passe. Elle est non masquable. Voyez-vous, elle est non masquable. Quand elle vient, elle passe. C'est une demande, si une interruption NMI arrive ici, ça veut dire qu'il y a un changement de 0 à 1 ici, le processeur va dire, je dois suspendre le programme en cours d'exécution et je dois passer dans la routine d'interruption. OK? Donc, il va passer. Donc, il ne va pas dépendre du bit d'état IF, je vais passer de cela tout à l'heure. Bon, il y a un deuxième type d'interruption matérielle, c'est ce qu'on appelle la INTR. La INTR, elle vient de la contraction du terme Interrupt Request. Donc, vous voyez entre Hadi, Interrupt Request, request, ça veut dire une demande, une requête. Hein? Quand on dit request, c'est une requête ou bien une demande. Donc, la INTR, c'est une demande d'interruption. Pas une interruption, une demande d'interruption. كان فرق شاسع بين une interruption et une demande d'interruption. Quand vous donnez un ordre, une interruption, elle doit être exécutée. Une demande, donc, quand vous formulez une demande, à celui que vous formulez la demande, il peut dire oui, il peut dire non. OK? Alors, la INTR qui est là, c'est une demande d'interruption. Comment elle fonctionne? De la même manière, ce signal, il est à zéro au départ, au repos. Et si un périphérique qui veut émettre une demande d'interruption au processeur, une demande d'interruption, il n'a qu'à faire changer ce signal de 0 à 1. De 0 à 1. Donc, le périphérique qui est là, qui demande une requête, il fait changer ce signal de 0 à 1. Quand le processeur reçoit sur la broche INTR ce signal-là, il va dire que c'est une demande d'interruption. Alors là, comme différence par rapport à la NMI, on a dit elle est non masquable. Ça veut dire quand elle vient, elle passe. Ça veut dire celui qui a envoyé la NMI n'a pas besoin d'un accusé de réception.
يأمر يتنفذ الأمر. Par contre, quand il s'agit de la INTR, c'est une demande. Donc le processeur, il peut dire oui, comme il peut dire non. C'est une demande. Alors, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du bit IF. IF est un bit d'état, il est dans le PSW. Si IF égale à 0, le processeur va ignorer la requête qui est venue, donc il va dire le hadith, un non-événement, il va continuer à exécuter son programme principal normalement, comme si rien ne s'est passé. Et si, en recevant la requête INTR, il trouve IF est égal à 1, à ce moment-là, la requête est armée, ça veut dire elle est prête à être acceptée tout simplement, et donc elle va être acceptée. Et donc si IF est égal à 1, le processeur va informer celui qui a envoyé la requête sur l'approche INTA bar, il va lui dire j'accepte ta requête. Donc là, quand un périphérique envoie la requête INTA, il va se mettre à l'écoute de un signal INTA bar. Remarquez, si un INTA bar, c'est un signal qui sort du processeur pour savoir est-ce que sa requête a été acceptée ou pas. Donc, le signal là, à l'état de repos, il est égal à 1, parce qu'un bar, ça veut dire avec une logique négative. Donc, quand ce signal est égal à 1, c'est l'état de repos. Et quand on peut dire j'accepte la requête, donc il change ce signal de 1 vers 0. Donc, c'est lui qui a envoyé la requête, donc Trailu qui magna. Je prends la notation pour que ça devienne clair. Voilà, la notation. Voilà. خير برك وراه لي موت نخدم به وراه لي موت نخدم به وراه لي موت نخدم به هذا اوكي دقيقة برك فاش نتروف موت نخدم هذا نشوف. Donc si vous faites ça, attendez, voilà, donc si ça est un périphérique, dès qu'il envoie la requête à la périphérique, il va se mettre à l'écoute de ce signal pour savoir est-ce que sa requête a été acceptée ou pas. Si elle est acceptée, on va passer dans la routine d'interruption. Sinon, c'est un non-événement, ça veut dire que le programme principal va continuer à s'exécuter normalement. Alors, comment justement mettre, comment mettre IF à 0 bien à 1? Nous avons des instructions d'assemblage. Si dans un programme vous mettez CLI, qui veut dire Clear Interrupt, le processeur va mettre IF égal à 0. Et à partir de cet instant-là, le processeur est instruit qu'il doit ignorer les requêtes qui vont venir. C'est-à-dire, mais smash bien. Donc, les requêtes sont masquées. Maintenant, vous avez une autre instruction que vous pouvez utiliser dans un programme qui s'appelle STI pour Set Interrupt. Et donc, si vous mettez dans un programme STI, qui veut dire IF égale à 1, les requêtes sont armées. À partir de cet instant, si une requête vient, le processeur l'accepte et va répondre favorablement à cette requête-là. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ça? Ok, donc alors ce que nous avons retenu, il y a deux classes d'interruption. Il y a deux classes d'interruption. Il y a les interruptions matérielles, il y a les interruptions logicielles. J'ai commencé avec les interruptions matérielles et j'ai dit que cette classe d'interruption est provoquée par des événements externes, ça veut dire par des signaux, pas par des instructions, par des signaux électriques qui viennent par le biais du bus de contrôle. Et dans les interruptions matérielles, nous avons deux types d'interruptions. Il y a une qui s'appelle la NMI, interruption non masquable, de Kitchi, donc elle passe obligatoirement, donc, comme un gendarme, donc elle va passer, elle ne dépend de rien, donc le processeur doit suspendre le programme et va passer à la routine d'interruption sans réfléchir. Il y a un deuxième type d'interruption matérielle, c'est ce qu'on appelle la INTR, ou bien interrupt request, ou bien demande d'interruption, ou bien carrément une requête. Alors, quand c'est une demande, donc celui qui envoie cette demande n'est pas sûr de voir sa demande acceptée.
Donc, il va se mettre à l'écoute de la ligne INTA bar. INTA bar, c'est l'accusé de réception de la requête. C'est acquittement de la requête, ou accusé de réception de la requête, et qui va lui dire est-ce que la requête est acceptée ou pas. Voilà donc pour la classe matérielle pour l'instant. Alors, on va passer à autre chose. On va passer donc, hop, pardon, voilà, alors, maintenant, la deuxième classe d'interruption, c'est les interruptions logicielles. Alors, ça, c'est la deuxième classe. Nous avons dit qu'il y a deux classes d'interruption. Matérielles, qui viennent par le biais du bus de contrôle, c'est des signaux, c'est des événements externes. La deuxième classe, c'est des interruptions logicielles. Cette classe-là est provoquée soit par des instructions d'interruption. Si on dit donc instructions d'interruption, ça veut dire que c'est des instructions qu'on place dans un programme ou par des conditions logiques, ou bien c'est parce qu'il y a une condition logique qui a été provoquée que ça va provoquer une interruption. Ok, donc c'est beaucoup plus logiciel que matériel, hein. Donc ce n'est pas physique, c'est logiciel. Alors, comme exemple d'instruction d'interruption, par exemple l'interruption int21h que nous avons l'habitude d'utiliser dans un programme. Donc, int21h que nous avons l'habitude d'utiliser dans le programme est une instruction d'interruption. Donc, c'est une instruction que je place dans mon programme pour provoquer une interruption. Et quand le processeur rencontre une telle instruction d'interruption, il va suspendre le programme en cours d'exécution, il va passer dans la routine d'interruption correspondante. Ou bien ça peut être provoqué, les interruptions logicielles, ça peut être provoqué par ce qu'on appelle condition logique. Condition logique, ça veut dire quoi? J'étais dans un programme en cours d'exécution et à un certain moment, il y a une condition qui survient. Le processeur donc, va interrompre le programme en cours d'exécution pour passer à une routine d'interruption pour traiter justement cette condition logique qui est survenue. Il y a un exemple à cela. Quand vous essayez dans un programme de diviser un nombre par zéro, donc on sait que le processeur ne peut plus continuer, donc il va suspendre le programme en cours d'exécution, il va passer dans une routine d'interruption parce que la condition logique division par zéro donc, a eu lieu, tout simplement. Pas de questions toujours? Ok, pas de questions. Alors, je donne une note très importante. Je donne une note très importante. Pour les microprocesseurs x86, quand je dis les microprocesseurs x86, ça veut dire les microprocesseurs de Intel, pas forcément seulement de 8086, 8086 ou plus, toutes les interruptions sont vectorisées. Toutes les interruptions sont vectorisées. Ça veut dire que quand je suis sur les processeurs de Intel, les interruptions sont vectorisées. Où je mène les interruptions sont vectorisées. Ceci signifie que l'adresse physique CS et IP de chaque traitement de l'interruption, de chaque routine d'interruption, est sauvegardée dans une table système appelée table des vecteurs des interruptions. Je mets encore une autre fois. Ça veut dire tout simplement que dans notre micro-ordinateur, il y a une table que le système d'exploitation crée au démarrage de la machine. Okay? C'est une table système qui est appelée table des vecteurs des interruptions. Donc, c'est une table qui contient des vecteurs d'interruption. Pas un vecteur, mais des vecteurs d'interruption. Où chaque vecteur d'interruption dans cette table contient quoi? Contient l'adresse de début d'une routine d'interruption. Il y a beaucoup de routines d'interruption. Et chaque routine d'interruption, où est-ce qu'elle se trouve dans la mémoire centrale pour l'exécuter? Son adresse de début est sauvegardée dans un vecteur, dans la table des vecteurs des interruptions. Voilà donc la définition de la table des vecteurs des interruptions. Maintenant, on va aller pour plus de détails sur cela. Alors, présentation de la table des vecteurs des interruptions maintenant. J'essaie de la présenter. Cette table système est composée de 256 vecteurs. Alors maintenant, tu as que cette table système, que le système d'exploitation crée au démarrage de la machine, qui s'appelle la table des vecteurs des interruptions, qui contient des vecteurs d'interruption, où chaque vecteur d'interruption contient l'adresse de début d'une routine d'interruption.
Exactement, il y a 256 vecteurs dans cette table. Il y a 256 vecteurs. OK? Chacun, ça veut dire chaque vecteur, il est de taille 32 bits. Donc, chaque vecteur, la taille تاعو الداخل 32 bits. Pourquoi 32 bits? Parce que يكون فيه IP ويكون فيه CS تاع la routine d'interruption. Voilà, donc dans chaque vecteur est sauvegardé l'adresse physique, ça veut dire CS et IP, de début d'un temps d'interruption. CS c'est sur 16 bits, IP sur 16 bits, et donc ça me fait 32 bits. OK? Donc voilà ce qu'il faut retenir de cela. Bien, ce qu'il y a ici, je vais revenir à cela par la suite. خليني une faute, on va nous dire ce qu'il y a ici. Alors, laissez-moi maintenant présenter la table des vecteurs des interruptions. Vous allez vivre avec la table des vecteurs des interruptions, vous allez la voir, travailler avec, تدخلوا فيها en cours, en TD, en TP, vous allez la modifier, vous allez faire plein de choses dans ce système qui s'appelle la table des vecteurs des interruptions. Parfait. Alors, la table des vecteurs des interruptions, elle est dans la mémoire centrale, cette table, elle est dans la mémoire centrale de la RAM. Et vous voyez que dans la RAM, ici je suis dans la RAM, et au début de la mémoire centrale, voyez-vous, quand j'ai CS égale à 0, IP égale à 0, ça veut dire que je suis au début de la mémoire centrale, je suis aux adresses basses, et déjà j'ai un premier vecteur que j'appelle le vecteur numéro 0. Ce vecteur numéro 0, il est sur 32 bits, comme on a dit. Donc, je fais IP0 sur 16 bits, vous voyez, de B0 jusqu'à B15. Je fais CS0 de B0 à B15, donc ça me fait 32 bits. Bon, je fais l'indice 0, ici c'est juste pour lui donner une correspondance avec le vecteur 0, ça veut dire vecteur 0. Et nous savons qu'on peut avoir 256 vecteurs. Alors, à quoi correspond ce vecteur qui est dans la mémoire basse? D'ailleurs, si vous voyez, c'est les premiers octets de la mémoire centrale, n'est-ce pas? Parce que je suis au début de la mémoire centrale. Donc, ça veut dire la RAM TI, qui est dans mon micro-ordinateur, les premières cases mémoire, c'est déjà la table des vecteurs des interruptions. Avec le vecteur numéro 0, qu'est-ce qu'il contient? Il va contenir l'adresse physique de début de la routine d'interruption des erreurs de division par 0. وش معناها؟ معناها que dans un programme, quand vous essayez de diviser quelque chose par 0, le processeur va suspendre ce programme et il va passer dans une routine d'interruption qu'on appelle l'interruption erreur de division par 0, parce qu'on a essayé de diviser par 0. Et donc le processeur va venir dans ce vecteur d'interruption, dans la RAM, dans ce vecteur. Il va prendre C0 et IP0 qui vont constituer l'adresse de début de la routine d'interruption des erreurs de division par 0 et il va aller se brancher à cette routine-là pour l'exécuter. Donc, le vecteur 0 contient l'adresse physique de début de la routine d'interruption des erreurs de division par 0. OK? Si je passe maintenant ici, je suis sur le vecteur numéro 1. Parce qu'on a dit il y a 256 vecteurs. J'ai le vecteur numéro 1. Bon, alors, que contient un vecteur? Contient l'adresse de début. Donc, j'ai IP1, CS1. Encore une autre fois, les indices, c'est une correspondance avec le numéro du vecteur, tout simplement. Alors, où ce vecteur va être situé exactement dans la mémoire centrale, ça veut dire à quelle adresse? Ben, vous voyez que chaque vecteur, c'est 32 bits, ça veut dire 4 octets. Ça veut dire que le premier vecteur, là, vecteur 0, va prendre 4 octets. زوج تاع IP, زوج تاع CS. Donc, si vous voulez, il va prendre l'offset 0, allez, l'offset 0, l'offset 1, l'offset 2, l'offset 3. Et à partir de l'offset 4, je suis dans un autre vecteur, n'est-ce pas? Ça veut dire, après chaque 4 octets, je suis sur un nouveau vecteur, parce que chaque vecteur est sur 32 bits, et 32 bits, ça veut dire 4 octets. Parfait. Alors, le vecteur numéro 1. Interruption, exécution par rapport. Donc, le vecteur correspond à quoi? Le vecteur correspond à l'exécution pas d'un programme. Vous savez, quand vous avez un programme, il y a deux types d'exécution. Soit une exécution du début jusqu'à la fin, sans s'arrêter
à l'intérieur du programme, on dit que c'est une exécution normale. Comme on peut avoir une exécution pas à pas, ça veut dire on exécute une instruction, on s'arrête, le processeur nous donne qu'a fait cette instruction-là, ensuite une autre instruction, il s'arrête, il nous donne l'effet de cette instruction, etc. On appelle ça l'exécution pas à pas d'un programme. Ça veut dire que le processeur va s'arrêter après chaque instruction. Et qui va gérer cette exécution pas à pas? C'est cette interruption qui est là. Donc, cette interruption occupe le vecteur numéro 1. Et donc, à chaque fois que vous demandez une exécution pas à pas d'un programme, après chaque instruction, le processeur va s'arrêter, il va passer dans cette routine d'interruption-là. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve à IP1 CS1. Okay? Et ce vecteur, il est en mémoire centrale à cette adresse-là. Vient ensuite un autre vecteur, c'est le vecteur 2, encore donc 4 octets plus loin, voyez-vous. Donc, après chaque octet, j'ai un nouveau vecteur. Donc, on progresse dans la mémoire centrale modulo 4. Après chaque 4 octets, j'ai un nouveau vecteur. Donc, ici, le vecteur numéro 2 se trouve à cette adresse-là. Et il va contenir donc l'adresse de début de la routine d'interruption qui traite l'interruption matérielle ennemie que nous avons vue tout à l'heure. À chaque fois qu'une ennemie vient, le processeur va suspendre ce qu'il a comme tâche, il va passer dans une routine d'interruption. Et cette routine d'interruption, elle se trouve où? Elle se trouve à cette adresse qui est là. Donc, chaque fois qu'il y a une interruption, le processeur va passer par la table des vecteurs des interruptions pour prendre l'adresse de débit de la routine d'interruption. Alors, 4 octets plus loin, ça veut dire que je suis à l'offset C ou à la C, parce que je suis ici à 8, 9, A, B, et automatiquement je suis à C ici. J'ai un autre vecteur, c'est le vecteur 3. Et ça, c'est quand je veux insérer des points d'arrêt dans un programme. C'est quoi un point d'arrêt dans un programme? C'est un point d'observation à l'intérieur de mon programme. Vous savez, quand vous faites une exécution pas à pas d'un programme, ça veut dire que le processeur va s'arrêter sur chaque instruction. Parfois, ça, c'est lourd. Et donc, on ne veut pas s'arrêter sur chaque instruction, mais on veut s'arrêter après un bloc d'instructions. Et donc, on va insérer ce qu'on appelle des points d'arrêt. Et donc, si on veut ça, qui gère ça? C'est cette interruption qu'on appelle l'interruption insertion point d'arrêt qui va essayer d'insérer des points d'arrêt dans mon programme, des points d'observation dans mon programme. Où se trouve l'adresse de début de cette routine d'interruption? Elle est ici à IP3, CS3. J'avance encore de nouveau. Je fais exprès d'avancer parce que vous allez voir pourquoi je fais ça. Ici, je suis sur le vecteur 4 qui a cette adresse-là. Pourquoi 10? Parce que c'est un hexadécimal, C, D, E, F, et donc j'ai 10. À l'intérieur, il y a l'adresse de début d'une routine d'interruption. Cette routine d'interruption, c'est l'interruption overflow. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un overflow, vous vous rappelez, au overflow, au F égale à 1. Quand vous avez un overflow, ça veut dire un dépassement de capacité dans les applications signées. Donc, la routine qui va traiter un overflow, c'est cette routine d'interruption-là, qui correspond au vecteur 4. Et son adresse de début, il est ici. Parfait. Alors, vous remarquez que ces 5 premiers vecteurs, je les ai mis en rouge. Je les ai mis en rouge. Pourquoi? Parce que tous les processeurs qui sortent de l'usine de Intel, tous les processeurs qui sortent de l'usine de Intel ont la même définition pour les 5 premiers vecteurs. Rappelez-vous, j'ai dit la table des vecteurs des interruptions, il y a 256 vecteurs. Les 5 premiers vecteurs, quel que soit le type du processeur, à partir de 80-86, ils ont tous la même définition. OK? كلهم عندهم pour le vecteur 0, ça correspond aux erreurs divisées par 0, par l'exécution par pas, etc. C'est la même définition. Gagne les processeurs qui sont de l'usine de Intel. Je le dis ici, vous le voyez, je le dis. Voilà, accolade, les 5 premiers vecteurs réservés à la sortie d'usine du microprocesseur. Ça veut dire qu'ils ont la même définition. Comme nous avons
Donc, Intel se réserve seulement ces 5 premiers vecteurs. C'est tout ce qu'elle se réserve. Au-delà de cela, vous savez, il y a 256 vecteurs en tout. Quand le processeur sort de l'usine d'Intel, il va être monté sur la carte mère d'un micro-ordinateur. Le processeur va être monté sur une carte mère. Il vient ensuite qui va utiliser le processeur avant l'utilisateur, c'est le système d'exploitation. Donc après, le système d'exploitation va se réserver un certain nombre de vecteurs également pour son bon fonctionnement. Ok. Donc, ce que je mets en vert ici, c'est quelques vecteurs qui vont être donc, utilisés par le système d'exploitation. Je répète encore une deuxième fois. La table des vecteurs des interruptions peut contenir jusqu'à 256 vecteurs. Ok. Tous les processeurs qui sortent de l'usine d'Intel, Intel se réserve les 5 premiers vecteurs. Donc, واحد من ينحيهم منها Intel, sur tous les processeurs, a la même définition pour les 5 premiers vecteurs qui قريناهم là. Va rester combien? 251 vecteurs. 251 vecteurs. Alors, parmi les 251 vecteurs, le système d'exploitation va utiliser un certain nombre de vecteurs. Il ne va pas utiliser tous, mais quelques-uns. Je le dis ici, attendez, je remets un peu d'ordre là. C'est bien dit. Voilà, j'ai d'accord là, donc voilà pour les 251. Grande accolade, allez. 251 vecteurs restants. Certains sont définis par le système d'exploitation, certains, pas tous, et d'autres sont libres. Et donc, je vais avoir beaucoup de vecteurs libres qui peuvent être utilisés par le programmeur système. Donc, là, si on a envie de créer d'autres systèmes. Donc, la table des vecteurs des interruptions est partagée entre 5 vecteurs qui sont définis par le constructeur du microprocesseur, par Intel. Ils ont tous la même définition. Ensuite, un certain nombre de vecteurs qui vont être utilisés par le système d'exploitation. Et il restera beaucoup de vecteurs libres qui peuvent être utilisés dans une programmation système pour créer d'autres routines d'interruption. Et on fera ça en TP بحول Inch'Allah. Ok, alors laissez-moi un peu vous définir un peu certains vecteurs qui sont utilisés par le système d'exploitation. Maintenant, le vecteur K5, vecteur 5, donc n'appartient pas aux vecteurs qui sont réservés par Intel. Donc c'est un vecteur qui est pris, réservé par le système d'exploitation. Et ce vecteur donc, va être à l'adresse 0014, n'est-ce pas? Parce que modulo 4, 10, 11, 12, 13 et donc sur 14. Ce vecteur qui est IP5C5 contient quoi? Contient l'adresse de début de la routine d'interruption numéro 5. Et c'est quoi la routine d'interruption numéro 5? C'est l'interruption print screen. Bien ce que vous avez sur l'écran, sur le clavier, la touche, vous pouvez la voir sur votre clavier, la touche imprime écran. Donc, sur votre clavier, la touche imprime écran, la print screen, quand vous l'appuyez, vous êtes en train de demander au processeur de copier le contenu de l'écran, n'est-ce pas? Alors, qui se charge de cela? C'est une routine d'interruption qui correspond au vecteur numéro 5, ça veut dire que cette routine s'en adressée ici, et c'est elle qui va donc imprimer l'écran. Okay. Et donc, c'est une touche système d'exploitation, ou bien c'est une interruption système d'exploitation, parce qu'elle réalise une fonction du système d'exploitation, c'est afficher ou bien imprimer écran. Il y en a d'autres ici, mais laissez-moi passer à une autre qui est celle du vecteur 8. C'est qu'on est vecteur 5. Je ne donne pas tous les détails parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Le vecteur numéro 8, également, c'est un vecteur qui est réservé par le système d'exploitation. Hein, et c'est la couleur verte, voilà. Vecteur réservé par le système d'exploitation. Alors, ce vecteur-là correspond, qui se trouve à l'adresse 00020, hein, modulo 4 toujours. Et lui, il correspond à l'interruption timer. On dit l'interruption timer ou bien on dit l'interruption temporisateur. Attendez, alors, je change un peu la couleur. La couleur, mais je peux tenir tout à l'heure. Si je viens ici, je vais essayer. Donc, on dit timer.
Non, non, je change de couleur. Alors, comment changer de couleur? Est-ce que c'est ça? La couleur, ya Allah, oui, je change de couleur. Ah, je peux faire ça. On dit timer, ou bien en français on dit temporisateur. Temporisateur. Ça, c'est un circuit qui est dans votre carte mère, qui envoie périodiquement des interruptions au processeur. Alors, cette interruption qui est là, qui est très connue, elle est très connue, elle s'appelle l'interruption timer. Donc, l'interruption timer est une interruption matérielle qui est provoquée euh, par le timer et elle correspond au vecteur numéro 8. Alors, cette interruption, elle est exécutée ou bien provoquée toutes les 18,2 fois. Attendez, elle est provoquée toutes les 55 millisecondes. Ça veut dire toutes les 55 millisecondes, cette interruption est provoquée par le circuit timer qui va interrompre votre programme pour passer dans la routine d'interruption timer dont l'adresse de début est ici. Toutes les 55 millisecondes. Même la tâche que vous êtes en train de faire, quelle que soit la tâche que vous êtes en train de faire, le processeur envoie une interruption timer toutes les 55 millisecondes. Sachez que quel que soit le travail que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur, votre travail il est interrompu toutes les 55 millisecondes. Ça veut dire toutes les 55 millisecondes, le processeur il va suspendre votre programme, il va passer vers une routine d'interruption, vers le timer, il va l'exécuter, ensuite il revient à votre programme. Et ça, toutes les 55 millisecondes. OK? Alors, quand on dit toutes les 55 millisecondes, ça veut dire toutes les 18,2 fois par seconde. Ça veut dire, dans une seconde, votre programme est suspendu 18,2 fois. أكثر من 18 مرة dans une seconde, votre programme est suspendu. OK. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ou là vous n'êtes pas avec moi, parce que le fait de parler à soi-même pendant une heure, c'est شوية تقلق. Si quelqu'un je ne reçoit pas de questions, ce n'est pas très encourageant à faire un cours. Parce qu'un cours, c'est de la réaction, c'est de l'interaction, pas un chir يجي يهضر وحده pendant une heure ويجي رايح. Bon, moi, عهدتكم, je vais rattraper cette séance, donc je vais la faire, mais je vous dis sincèrement, ce n'est pas comme ça qu'on fait un cours. Un cours, c'est de l'interaction, parce que si vous me dites on a tout compris, أنا ما نمشي بها هذه, et donc, c'est pas très intéressant que l'enseignant se parle lui-même pendant une heure. Je vais le faire, mais ça ne me plaît pas, sincèrement. نكمل معليش. Vous êtes 17, je continue à le faire parce que c'est un engagement de ma part, mais ce n'est pas comme ça qu'on travaille. معليش. Donc ça c'est le timer. En tout cas, vous allez avoir un gros TP sur cela. Alors le mieux c'est de commencer à s'intéresser sur cela parce que vous allez le faire et vous allez programmer les 55 millisecondes, etc. Parfait. Il y a un autre vecteur qui appartient au système d'exploitation également, c'est le vecteur 9. Et le vecteur 9, c'est l'interruption du clavier. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous tapez une touche du clavier, le processeur va arrêter le programme que vous êtes en train de faire pour passer dans une routine d'interruption qui correspond au vecteur numéro 9 pour exécuter la routine d'interruption qui va saisir votre caractère. OK. Alors maintenant, le reste, il y a beaucoup de vecteurs qui restent libres. Et donc, par exemple, qui est là, il y en a d'autres également qui sont libres, qui peuvent être utilisés. On va les utiliser en TP, Inch'Allah. Alors, la dernière chose maintenant sur la table des vecteurs des interruptions que je viens de programmer, s'il vous plaît, monsieur, comment le CPU
se manipulent ces interruptions dans un programme. OK. Pour l'instant, donc, toi, tu veux comprendre tout le mécanisme de l'interruption. C'est ce que je comprends. Je vais arriver à cela dans les prochains slides. Ici, je suis en train de présenter seulement la table des vecteurs de interruption. La table des vecteurs d'interruption, c'est une table qui existe dans tous nos micro-ordinateurs. Elle est dans la RAM, elle est dans la mémoire basse de la RAM. Elle contient 256 vecteurs. Cette table, elle est créée par le système d'exploitation en démarrage. Certains vecteurs sont des vecteurs réservés, d'autres sont des vecteurs créés par le système d'exploitation et d'autres vecteurs sont libres qui peuvent être utilisés par le programmeur système. Voilà ce que j'ai dit. Et où j'ai dit chaque vecteur contient l'adresse de début d'une routine d'interruption. Maintenant, comment le mécanisme d'interruption va se faire? Attendez, ça va venir par la suite. Je termine maintenant en disant que cette table des vecteurs des interruptions qui occupe la mémoire basse de la mémoire centrale, sa taille, elle est de combien? La taille, si vous voulez, la taille de la table des vecteurs des interruptions. TVI pour moi, c'est la table des vecteurs des interruptions. Elle est de combien? Vous allez avoir 256 vecteurs, n'est-ce pas? Multiplié par combien? 4 octets, 4 bytes, par chaque vecteur, c'est 32 bits. Et si vous faites ça, vous allez avoir 1024 bytes. Donc la table des vecteurs des interruptions fera 1024. Alors, Yuba, oui, pour quel but il s'arrête? Que je ne comprends pas la question. Pour quel but il s'arrête? Je ne comprends pas la question. أعطيها لي ولا هذا قولها لي par micro ولا pour quel but il s'arrête? Je ne comprends pas la question. OK, 1024, donc c'est bien dit, راهي لهنا taille de la TVI 256 qui est égale à 1024. Alors, juste un peu de manipulation, si vous voulez, pour qu'on se repose un peu. Euh, on sait que la table des vecteurs des interruptions, elle va commencer donc à l'adresse physique. Ça, c'est le début de l'adresse de la table des vecteurs des interruptions. C'est l'adresse segment multiplié par 16 plus l'offset. C'est le début. Et où est-ce que la table va s'arrêter? Quelle serait la dernière adresse de la table des vecteurs des interruptions, s'il vous plaît? Ça, c'est l'adresse du dernier vecteur, n'est-ce pas? Ça, c'est l'adresse du dernier vecteur. Bon, quelqu'un peut me dire كيفاش عرفت 03 FC? Bon, attendez, خلينا نحي هذه ونعاود نولي بالتطابق. كيفاش عرفت que ça c'est le dernier vecteur? Il est à l'offset 03 FC. Tout simplement, nous avons dit je suis ici dans le dernier vecteur, c'est le vecteur 255, le dernier, parce qu'on a commencé par le vecteur 0. Je vais aller jusqu'au vecteur 255, donc il y a 256 vecteurs. Et 256, 255, c'est FFH, n'est-ce pas? C'est ça, 255, n'est-ce pas? Qui veut dire en binaire 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça, c'est en binaire. Et donc, si je veux avoir l'offset, je sais que moi, je progresse modulo 4. Ça veut dire que je prends ça, je le multiplie par 4. Voyez-vous? Et quand j'étais dans le vecteur 0, l'offset était 0. Quand je suis sur le vecteur 1, donc c'est 1 fois 4. Pourquoi? Parce que je progresse modulo 4 et on dit 4. Quand je suis sur le vecteur 2, donc l'offset c'est 8. Pourquoi? Parce que c'est 2. C'est 2 multiplié par 4 qui est la taille du vecteur, ça me donne 8. Donc quand je prends le numéro du vecteur et je le multiplie par 4, j'ai l'offset du vecteur. Donc la même chose, si je viens ici et je fais FFH fois 4, je vais avoir l'adresse d'offset. Bon, je peux la voir plus facilement si je fais ça. Je vais en binaire, je reprends ça. Et si je lui rajoute un 0 ici, comme si j'ai multiplié ce nombre par 2. Si je lui rajoute un autre 0, comme si j'ai multiplié ça par 4.
Donc, ça va me faire de 255 fois 4. Ben, il suffit de regrouper ça tout simplement. Je regroupe. Je commence ici. Donc, ça me fait un C. Ben, ça me fait un F. Ben, ça me fait un 3. Donc, je vais avoir ça. Pourquoi? Parce que quand j'ai un nombre en binaire comme ça, en binaire 1, si je lui rajoute un 0, c'est comme si je l'ai multiplié par 2. Et si je prends un nombre en binaire comme ça, un bit, et je lui rajoute 2 zéros, comme si je l'ai multiplié par 4. Donc ça, c'est l'adresse de début du vecteur. Alors, je reviens maintenant, je connais l'adresse physique de début de la table des vecteurs des interruptions. Donc je sais que ma table des vecteurs des interruptions, la table des vecteurs des interruptions va commencer à l'adresse physique هذه, n'est-ce pas? C'est ça fois 16 plus ça. Et la dernière adresse physique, ça va être 0,3 FC plus les 4 octets qui sont là. Donc FC, FD, FE, FF. Et donc je vais, voilà la dernière adresse. Alors, ça, c'est un peu de pratique tout simplement. Donc, toutes les adresses, attendez, on rajoute ici à 4, allez, 0, 0, voilà. Parce qu'il faut 20 bits quand je suis sur les adresses physiques. Donc, toutes les cases mémoire qui sont ici dans la RAM, ça, c'est quoi? C'est la table des vecteurs des interruptions. Ça, c'est la table des vecteurs des interruptions. Donc, il y a tout le champ qui est là. C'est la table des vecteurs des interruptions. Alors, je reviens maintenant à vos questions. Bah oui, qu'est-ce que fait l'interruption timer quand elle suspend le programme? Ça, c'est une très bonne question. Alors, vous voulez que je revienne un moment sur la table des vecteurs sur l'interruption du timer qui est provoquée toutes les 55 millisecondes. Ça veut dire que votre processeur, toutes les 55 millisecondes, il va aller à votre programme, il va le suspendre pour passer dans la routine d'interruption la routine d'interruption du timer. J'espère que ça c'est clair. En d'autres termes, خليني برك باش نعطيها plus de consistance en explication. تخيل رحت السيبر كافي. Imaginez واحد راح السيبر. C'est un exemple برك pour bien comprendre la chose. Supposez quelqu'un va dans un cybercafé. Vous savez, quand vous allez dans un cybercafé, غير تدخل l'agent avec qui manipule la salle, تقعد, il fait marcher son compteur. OK? Et à partir de cet instant, jusqu'à l'arrêt du compteur تاعو, vous allez payer la somme هذيك, n'est-ce pas? Bah, vous, en terminant, تروح la caisse تقول له شحال نخلص, يقول لك vous avez par exemple connecté 30 minutes, donc ça fait tant. Alors qu'en réalité, les 30 minutes هذوك تاع connexion تاعكم, vous ne les avez pas connectés وحدكم. Pourquoi? Parce que tu es en train de se connecter, mais sachez que l'interruption du timer, quand tu check toutes les 55 millisecondes, تحبس لك la connexion تاعك. تروح vers la routine d'interruption du timer, elle fait le traitement nécessaire, بعد elle revient. Mais comme c'est très rapide, انت ما تحسلهاش. Mais toutes les 55 millisecondes, on vient vous voler votre connexion pour aller faire autre chose qui est dans la routine d'interruption, بعد on revient. Et ça se fait combien de fois? 18,2 fois par seconde. Ça, c'est juste pour vous donner l'ampleur de la chose. Donc, même quand la tâche que vous êtes en train de faire sur votre micro, vous êtes sur un document Word, vous êtes sur un programme, sachez que l'interruption HD 5, elle vient vous interrompre, vous voler votre temps machine toutes les 55 millisecondes pour aller faire autre chose et ensuite revenir. Maintenant, Yoba, tu poses une bonne question. Où je dois dire quand la routine d'interruption? Je vais vous dire. Vous vous rappelez, dans le Archi 1, nous avons dit que la DRAM, la DRAM, on a dit, elle demande un rafraîchissement de la mémoire. On connaît la DRAM, elle oublie.
Et donc, il faudrait périodiquement venir la rafraîchir. Et c'est quoi la rafraîchir? C'est aller lire son contenu, le réécrire périodiquement. Ou comme dire, qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez perdre les données de la mémoire centrale. Eh ben, donc c'est le rôle de l'interruption du timer. Le timer voit que c'est une urgence de venir toutes les 55 millisecondes à votre mémoire centrale lui faire un rafraîchissement pour ne pas perdre les informations. Donc, il y a la routine, la mémoire centrale, tous les contenus dans la mémoire centrale, tu as donc, donner une nouvelle date. J'avais expliqué ça dans le premier semestre. Voilà la réponse à votre question. Parfait. Euh, je, vous avez fait vous êtes sur le TP debug, n'est-ce pas? Vous êtes sur le TP debug. Laissez-moi vous rajouter donc une astuce. Maintenant, quand vous êtes sur le debug, vous avez commencé à faire le debug en TP. Alors, quand vous faites debug, immédiatement j'ai un tiret, n'est-ce pas, sur l'écran. Si je veux voir maintenant la table des vecteurs des interruptions avec le debug, eh ben, la table des vecteurs des interruptions, c'est une partie de la mémoire centrale, n'est-ce pas? C'est partie de la mémoire centrale. Donc, je sais qu'avec le debug, pour voir la mémoire, je fais la commande D. La commande D, c'est une commande qui permet d'afficher le contenu de la mémoire. Donc, si je fais D, et je fais 0, 0, 0, 0, 2.0000, qui est l'adresse de début, ici. Okay. Je fais espace 03 FF, qui est la dernière adresse. Allez. Et je fais entrer. Eh bien, le contenu de la table des vecteurs des interruptions va être affiché sur l'écran. Toute la table des vecteurs des interruptions va être affichée sur l'écran. Bon, je vais reprendre plus tard pour avancer au moins parce qu'il me reste 5 minutes. Je vais me synchroniser avec ce que nous avons fait dimanche passé et on va arrêter. Donc, il me reste des petites choses. Donc, il y a un petit détail ici pour plus tard. Et je vais passer maintenant au slide suivant. Bon, c'est simple. Vous pouvez voir, donc c'est quoi? C'est un récapitulatif tout simplement. Vous voyez, par exemple, concernant les interruptions matérielles. Alors, le cas 1, si c'est la NMI, voilà votre programme, en cours d'exécution. Si une NMI vient, donc l'interruption NMI vient, donc le processeur, voyez-vous, ne réfléchit même pas. Il suspend le programme en cours d'exécution, il passe dans la routine d'interruption, il va l'exécuter jusqu'à la fin, il revient pour continuer le programme. Par contre, si l'interruption c'est la INTR, là, nous avons dit ce n'est pas une interruption, mais c'est une requête, c'est une demande d'interruption. Alors, ça va dépendre de quoi? De IF. Est-ce que le professeur est d'accord ou pas d'accord? Donc, laissez-moi reprendre voilà, le programme principal. Supposez dans une des instructions du programme principal, donc c'est STI. Donc, s'il y a une instruction qui est STI, ça veut dire qu'elle va mettre IF égale à 1. IF égale à 1, ça veut dire qu'elle instruit le professeur d'accepter les requêtes si elles viennent. Donc, pendant la période هذه, IF est égal à 1, c'est STI qui l'a fait. Donc, si une requête vient sur INTR, le professeur va l'accepter, il va passer dans la routine de la requête, il va l'exécuter, il va revenir pour continuer le programme. Supposez maintenant, à l'intérieur du programme principal, ici je décide d'utiliser CLI, qui va faire IF égale à 0. Et quand IF égale à 0, ça veut dire que le professeur est instruit de ne pas accepter les requêtes quand elles viennent. Donc j'ai fait CLI, donc ça veut dire ici, IF est égal à 0. Et une autre requête vient, voyez-vous, une autre requête vient. Mais elle est venue au moment où IF égale à 0. Donc pour le processeur, il n'est pas autorisé à répondre favorablement à cette requête et donc il va continuer normalement sans qu'il y ait passage à la routine d'interruption. Et donc cette requête va être ignorée. Voyez-vous ici, cette requête a été prise en charge parce que IF ici est égal à 1.
Et pendant cette période qui est là, if est égal à 0, et donc la requête va être ignorée, tout simplement. Ok, alors le dernier slide, هذا هو le dernier slide que nous avons fait dimanche passé. Donc je vais prendre, bon, on va essayer de le terminer. Non. Alors ici, je suis sur la deuxième classe d'interruption. Je suis sur la deuxième classe d'interruption. Ce qu'on appelle les interruptions logicielles. La deuxième classe d'interruption. Hein. Donc, nous avons dit que les interruptions logicielles sont provoquées par des instructions d'interruption ou suite à la présence d'une condition logique. OK? Ça veut dire que les interruptions logicielles elles viennent de l'intérieur de mon programme, contrairement aux interruptions matérielles qui viennent de l'extérieur de mon programme à travers des signaux physiques dans le bus de contrôle. OK? Donc, alors, les interruptions logicielles elles peuvent être soit provoquées par des instructions d'interruption ou suite à une condition logique. خلينا نهضروا على les instructions d'interruption. Alors, les interruptions d'interruption, c'est-à-dire les interruptions que je peux mettre dans mon programme comme étant une instruction et qui vont provoquer la suspension de mon programme. La syntaxe c'est int n. Int n. Donc, il y a l'instruction, le mnémonique c'est int, espace n, c'est le numéro de l'interruption que je veux provoquer. OK? N. Où n donc, est un nombre qui est un nombre 8 bits allant de 00 jusqu'à FF. Pourquoi? Parce que je peux atteindre n'importe quel vecteur. Il y a 256 vecteurs, donc le n peut prendre n'importe quel numéro du vecteur. Il y a 256, et donc 256, donc c'est un nombre que je peux programmer sur 8 bits, et donc on compte int. Quand on compte int 0, c'est l'interruption 0 qui va être exécutée, int 1 c'est la 1, si je dis int 9, c'est la 9, etc. L'idée maintenant, si le processeur va rencontrer int n dans un programme, c'est le dernier slide qu'on va utiliser. non, وراها تاع التكست، هذا هو تاع التكست. ولا علاش ما مشيتش؟ اوكي. voilà mon programme. Je fais ça. Et quelque part ici, maintenant, je fais int n. N est un numéro entre 0 et 255. Comme instruction, et là, c'est la suite de mon programme. Donc, l'exécution ici va se faire normalement. Dans mon programme int n, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà l'action qu'il va faire. Voilà l'action qu'il va faire. Parce qu'ici, je provoque une interruption logicielle ayant le numéro n. Donc, dès que le processeur rencontre cette instruction, il va faire ces actions qui sont là. C'est quoi ces actions? Voyez-vous que la première des choses qu'il fait, il fait un premier empilement. Il va empiler le PSW. Vous vous rappelez un empilement? Un empilement, c'est une décrémentation de SPD -2 suivie de l'écriture dans la pile. Donc, voyez-vous, dès que le processeur rencontre int n, maintenant int 3, int 5, int 8, la première des choses qu'il va faire, il va empiler le PSW. En bas, il va empiler quoi? L'adresse retour. Parce que ici, l'instruction, elle est exactement. Je suis à CS retour, deux points, IP retour. C'est l'adresse de l'instruction qui est là, qui vient après le int n. Donc, il va empiler ça. Voyez-vous, CS, IP. Pourquoi? Parce que quand il va passer dans la routine d'interruption, quand il va l'exécuter, il doit savoir où revenir par la suite, après IRET. Donc, il a besoin de l'adresse de retour. Donc, la première action que le processeur fait suite à une instruction d'interruption, c'est la sauvegarde dans la pile du contexte du programme qui va être suspendu. Donc, vous voyez, il empile PSW, CS, en bas IP. En bas, qu'est-ce qu'il fait? C'est toujours la conséquence de cette action. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre
IF égale à 0 et TF égale à 0. Ça veut dire que le processeur va forcer IF et TF à 0. Pourquoi il est force? Tout simplement, il va dire quand je vais passer dans la routine d'interruption, je ne veux pas être dérangé par les requêtes. Et donc, il met IF égale à 0. Et pourquoi il met IF égale à 0? C'est pour dire quand je passe dans la routine d'interruption, je vais exécuter la routine d'interruption normalement, pas à pas. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se préparer pour aller à la routine d'interruption. Et pour aller à la routine d'interruption, donc il a besoin de l'adresse de la routine d'interruption. Hein, il a besoin de l'adresse de la routine d'interruption. Où est-ce qu'il va trouver cette adresse-là de la routine d'interruption, numéro n? Il va aller dans la table des vecteurs des interruptions. Et dans la table des vecteurs des interruptions, nous avons dit int n, donc le numéro de vecteur est n. Et nous savons que n fois 4, parce qu'on progresse modulo 4, ça me permet d'aller à la case mémoire voulue et prendre le contenu et le mettre dans IP. Maintenant, supposez n est égal à 2. Donc, il vient ici, à la case mémoire 4 fois 2, c'est 8. Il va prendre son contenu et le mettre dans IP routine. Il va aller dans 4 fois n plus 2, parce que le CS est toujours 2 octets plus loin. Il prend son contenu, il va le mettre dans CS. En d'autres termes, je termine. Là, je termine. En d'autres termes, si n est égal à 2, comme j'ai pris mon exemple, voilà le vecteur 2. Il doit venir ici pour prendre CS et IP. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le n qui est égal à 2 fois 4, ça fait 8. Voilà, il vient ici. Il vient à cette case mémoire, il trouve le IP de la routine où il doit se brancher. Et pour prendre le CS de la routine d'interruption, cette case, elle est 2 octets plus loin. Donc, ça veut dire que ça sera n qui est égal à 2, fois 4, ça fait 8, plus 2 pour venir à cette case mémoire. Parce qu'ici, je suis 2 octets plus loin par rapport à ici. Et il trouvera l'adresse de case mémoire Taha. Voilà, j'ai terminé Sahaf Torcom. Et donc, vous êtes au même niveau que ceux qui ont fait le cours dimanche. Sahaf Torcom, et on va se rencontrer dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.